La journée de manifestation et de grève du 7 mars a été encore très massive, preuve que la mobilisation contre le projet de Macron ne faiblit pas. Dans un certain nombre d'entreprises, comme à la SNCF, ou dans plusieurs raffineries, ou chez les éboueurs de Paris et dans d'autres grandes villes, les travailleurs ont décidé de continuer la grève. À côté de ça, il y a une multitude d'actions de débrayage dans des entreprises. Toutes ces actions continuent à maintenir la pression sur le gouvernement et le grand patronat. Eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut continuer. En opposition à cette mobilisation, les médias et le gouvernement mettent en avant le calendrier parlementaire. Après le cirque à l'Assemblée nationale, où l'opposition et la majorité ont joué respectivement leur partition, c'est au tour du Sénat de faire son blabla. Alors, à grand renfort de publicité, chaque article est voté avec une majorité finalement toute trouvée. Des sénateurs grassement payés, aux longues siestes digestives légendaires, au régime de retraite exceptionnellement généreux, viennent donc de voter l'article 7 qui vole 2 ans de vie à plus de 36 millions de travailleurs. Car bien sûr, il n'est pas question ici de s'attaquer aux régimes très spéciaux des retraites chapeaux des PDG des groupes du CAC 40 qui engloutissent des dizaines de millions d'euros par an, ou ceux des grands bourgeois qui n'ont de toute façon pas de retraite à prendre, passant toute leur vie à vivre sur le dos des travailleurs. Une fois voté au Sénat, le projet de loi repassera à l'Assemblée nationale. Le seul suspense consiste à savoir si le gouvernement trouvera une majorité ou sera contraint à dégainer le 49.3, la belle affaire. Le gouvernement, par contre, espère que ce moment-là sonnera la fin de la mobilisation. Eh bien, il dépendra aux millions de travailleurs d'en décider autrement, car nous contestons le droit à ces parlementaires de décider ce qui est bon ou mauvais pour les travailleurs. Quand on parle de la situation avec les travailleurs, de ce qu'il faudrait faire, ils nous disent souvent « faut tout bloquer ». Et dans la tête de bien des travailleurs, bloquer, ça signifie en réalité faire grève. Et faire grève, ça coûte cher. Les médias, tellement ils craignent que les travailleurs se mettent en grève, le rabâchent constamment. Oui, c'est vrai que ça coûte cher, mais quel prix nous payons en laissant passer les coups et les attaques? Certainement beaucoup plus cher que de s'engager réellement dans la lutte. Et bien souvent, parce que les travailleurs ne se sentent pas encore la force et la détermination de se mettre eux-mêmes en grève, se limitent à exprimer leur soutien à ceux qui font grève, à ceux qui bloquent, parfois même en donnant de l'argent aux caisses de grève. Eh bien, ça ne suffit pas. Et nous devons prendre le temps de nous expliquer avec nos camarades de travail sur ce sujet. Ne serait-ce que parce que le mot de blocage peut recouvrir des idées, des politiques bien différentes, voire opposées. Du fait de leur position incontournable dans l'économie, les travailleurs ont la capacité de peser sur les événements sociaux et politiques du pays, car ils sont à la base du fonctionnement du moindre rouage de la société. S'ils arrêtent le travail, s'ils se mettent en grève, c'est la société tout entière qui s'arrête, comme ça a été le cas en 1936 et en 1968, où 5, 6, 8 millions de travailleurs ont cessé le travail, y compris dans les métiers et les catégories où il n'y avait jamais eu de grève auparavant. La grève générale, c'est le moment où la colère, la détermination des travailleurs est telle que plus personne ne se pose la question de savoir si l'on a ou non les moyens de faire grève, où chacun connaît et assume la difficulté, les sacrifices qu'implique le fait de perdre son salaire pour se battre. C'est dans ces moments que le monde du travail, dans son ensemble, est susceptible de peser réellement sur le cours des choses, tout simplement parce que la société ne peut pas fonctionner sans les travailleurs. C'est toute la différence qu'il y a, et le patronat et le gouvernement le savent bien, entre une grève qui se généralise et une grève par procuration, portée par une fraction du monde du travail, occupant une position stratégique dans l'économie, comme les cheminots, les routiers ou ceux des raffineries, même avec le soutien massif de la majorité de la population. Soutenir ne suffira pas. Il faudra, tôt ou tard, que la majorité des travailleurs, et notamment ceux des grandes entreprises industrielles du privé, soient entraînés à leur tour dans la grève par ceux qui ont commencé la lutte.
En réalité, chaque profession occupe une position stratégique dans une entreprise. Chaque secteur d'activité occupe à lui tout seul une position stratégique dans le fonctionnement de l'économie. Mais la force des travailleurs, elle réside dans son nombre. C'est quand la masse des travailleurs se mobilise, agit, qu'elle devient puissante et peut tout changer. Oui, la seule voie possible pour espérer faire plier un gouvernement ou le grand patronat, c'est quand la grande masse des travailleurs prend le chemin de la grève, d'une grève profonde, déterminée, car à ce moment-là, tout peut devenir possible. Bien sûr, une grève générale aurait pour conséquence immédiate de bloquer, de paralyser le fonctionnement de l'économie. Mais elle permet surtout de débloquer les travailleurs de leur poste de travail auquel ils sont enchaînés, prisonniers physiquement et même dans leur tête. La grève, elle libère les corps et l'esprit. C'est en se mettant en grève que les travailleurs peuvent occuper leur entreprise et jusqu'à contester la propriété privée patronale. Et ça, nos patrons en sont pleinement conscients, bien plus que la majorité des travailleurs. Et c'est cela qu'ils craignent plus que tout. Par exemple, cette semaine, la direction centrale de Stellantis, PSA, a mis au chômage préventivement les usines Sochaux, Mulhouse, Rennes, Ordin, Poissy, qui sont les grosses usines de production du groupe. Préventivement, pour que les travailleurs, à l'appel des équipes militantes, ne puissent même pas se réunir en assemblée générale, même sur le temps de pause. Et de telles fermetures préventives, sous des prétextes les plus bidons, ont eu lieu dans de nombreuses grandes entreprises du pays. Les patrons savent que le mécontentement est présent et ne veulent courir aucun risque, et tout simplement ne veulent pas simplifier la tâche des militants pour que la mobilisation démarre dans les usines. Alors cette semaine, à Stellantis, dans le groupe PSA, c'est le patron qui a bloqué lui-même, volontairement, sa propre production. Mais ce ne sont pas les travailleurs qui bloquent l'économie, ce sont les capitalistes. Ce sont eux qui bloquent et sabotent l'économie, pas les travailleurs qui la font tourner. Ce sont les capitalistes qui bloquent les millions de travailleurs sans emploi qui sont en train de s'appauvrir au chômage et à qui Macron vient encore de supprimer des droits. Ce sont les capitalistes qui sont en train de bloquer des millions de jeunes et de moins jeunes travailleurs dans la précarité, leur imposant les postes les plus durs et les plus mal payés. Ce sont les capitalistes qui bloquent les salaires face à une inflation galopante. Ce sont les capitalistes qui veulent nous bloquer 2 ans de plus au boulot. Ce sont les capitalistes qui bloquent l'économie en la sabotant avec leurs spéculations, leur rentabilité, leurs bénéfices, leurs dividendes. Ce sont les capitalistes qui bloquent l'économie avec leur sacro-sainte propriété privée de leurs usines et de leurs banques. Eh bien, en tant que communistes révolutionnaires, notre objectif est que les travailleurs se débarrassent de ces parasites, de ces saboteurs, prennent en main les rênes de la société, non pas pour la bloquer, mais pour la réorganiser de fond en comble, pour la faire tourner et satisfaire les besoins élémentaires de la population. Car il faut bien avoir conscience d'une chose. Si la mobilisation actuelle contre l'attaque brutale de Macron sur les retraites est complètement légitime, ce que nous prépare la grande bourgeoisie au niveau international est d'une toute autre ampleur. Depuis 1 an, il y a la guerre en Ukraine, une guerre dont personne ne voit la fin à court terme. Une guerre où l'impérialisme américain a tout intérêt à ce qu'elle continue, car cela lui permet de renforcer sa position économique en Europe. La guerre en Ukraine a accéléré la politique de chaque État occidental pour augmenter leur budget militaire dans des proportions jamais atteintes depuis bien longtemps. Les états-majors alertent les gouvernements sur le fait que les armées ne sont pas en état de faire une guerre de haute intensité, comme ils disent, c'est-à-dire d'entrer véritablement dans une guerre longue, coûteuse et terriblement meurtrière. Alors les États dégainent des dizaines, parfois des centaines de milliards pour réarmer au plus grand profit des marchands de canons. Oui, ils nous préparent tous la guerre. Et avant d'entrer en guerre réelle, c'est-à-dire militaire, le monde capitaliste, et principalement les États les plus riches, ont déjà commencé une autre guerre, la guerre économique mondiale. L'exposé de ce soir va être consacré à la politique de l'impérialisme américain vis-à-vis de la Chine. Mais la guerre économique se déroule également entre les États-Unis et les pays européens. Le monde capitaliste
est en pleine crise économique. Tout peut basculer d'un jour à l'autre à la suite d'un krach boursier, par exemple. Et tout ce que la bourgeoisie fera pour défendre ses profits et ses intérêts, soyez-en sûrs, elle le fera avec la peau des travailleurs sur le dos de toute la société. Dans la société capitaliste, tout est lié, aussi bien l'attaque de Macron contre les retraites que la crise économique et les menaces de guerre. Mais dans cette situation qui s'aggrave, ce qu'il y a de profondément positif dans la mobilisation sur les retraites, c'est cette capacité de la classe ouvrière à se mobiliser, à exprimer son opposition en comptant uniquement sur elle-même, en agissant en tant que classe, en faisant grève, en manifestant. C'est pas suffisant ? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est qu'une bataille parmi d'autres dans la guerre de classe, qui a le mérite de remuer les consciences, de faire en sorte que de très nombreux travailleurs se posent des questions sur ce qu'il faudrait faire pour faire plier Macron, qui se posent des questions sur comment être plus nombreux en grève, plus nombreux en manifestation. Les périodes de mobilisation sociale ont cela de positif, et c'est entre autres pour cette raison que les patrons et leurs larbins politiques les craignent, que les travailleurs se posent 1001 questions sur tous les sujets de la vie sociale et politique. Les vraies raisons de l'augmentation des prix, quoi faire pour que les salaires augmentent, que faire face aux menaces de guerre, bref, 1001 questions sur le fonctionnement général de la société. Oui, c'est vrai aussi, notre camp social a du retard sur la bourgeoisie et son personnel politique, tant sur la conscience politique que sur la détermination à se battre et à défendre coûte que coûte ses intérêts. Mais ce retard peut se combler très vite, parce que justement, dans les périodes de mobilisation sociale, même limitées comme celle que nous vivons actuellement, on discute politique comme on n'avait pas discuté depuis longtemps. Alors cela laisse entrevoir comment, dans une période bien plus aiguë de lutte sociale, les consciences peuvent évoluer extrêmement vite. Alors dès aujourd'hui, il faut mettre toutes les chances de notre côté, ne pas perdre de temps. Il faut être sur la brèche, ne laisser filer aucune occasion de discuter, de prendre contact. Il faut sauter sur la moindre discussion en ayant comme objectif de s'entourer d'un maximum de travailleurs qui se posent des questions et qui cherchent des réponses. C'est à ce prix que nous pourrons espérer avancer dans la construction du Parti communiste révolutionnaire qui sera indispensable pour l'emporter quand éclateront les grandes explosions sociales. Il faut effectuer ce travail militant en défendant inlassablement, contre vents et marées, la perspective de la lutte de classe, en gardant notre confiance inébranlable dans la capacité de la classe ouvrière à retrouver sa combativité, son intelligence, sa conscience de classe, en étant convaincue qu'elle saura, le moment venu, réécrire les plus belles pages de son histoire révolutionnaire, en débarrassant la société de tous ces capitalistes qui ne savent nous préparer que la misère et la guerre. Alors, camarades, bon courage dans ce travail militant, vital pour l'avenir, et rendez-vous les 11 et 15 mars dans la rue, en grève et en manifestation. Vive la grève et vive la classe ouvrière!